Нет войне! Нет войне! Нет войне! Нет войне! C'est un cri. Et deux mots, Niet vojnie, non à la guerre. En Russie, des femmes organisent la résistance. Leur rejet de Poutine et des viols de guerre, elles le hurlent, elles le diffusent en silence, sur leurs vêtements, sur les murs des immeubles, les arbres des jardins, les étiquettes des supermarchés. Sur de petites tombes en mémoire des villes martyres d'Ukraine. Des femmes soudées au sein d'un mouvement Résistance féministe anti-guerre. Leur chaîne Telegram, créée au lendemain de l'invasion russe en Ukraine, a très vite dépassé les 30 000 abonnés. Un réseau sans leader clairement identifié pour éviter d'être ciblé par la répression. Parmi les plus actives, une jeune artiste designer, Palladia est son nom d'activiste, elle habite Saint-Pétersbourg. C'est le 7e numéro de notre journal, La vérité des femmes. On le publie clandestinement en imitant le format d'un journal local. À mon avis, ça rend très bien. Le premier numéro a été publié le 9 mai. Oui, c'est ça, le 9. Et moi, j'ai été arrêtée le même jour, le 9 mai. Palladia connaît bien les techniques de la police russe. Neutraliser les activistes avant une fête importante. Pour le 9 mai, officiellement jour de la victoire, instrumentalisée par Poutine pour justifier la guerre, elle avait donc dormi chez une amie et déconnecté son téléphone. Les flics sont venus à mon appartement, ils me cherchaient, mais j'avais eu le temps de me barrer. Donc je fuyais des policiers imaginaires toute la journée, mais ils ont fini par devenir bien réels. J'ai décidé de retrouver mon amie dans un bar, celle chez qui je devais passer une nuit. J'ai rallumé mon téléphone pour l'appeler. Ils sont arrivés. Trahie par le signal de son téléphone ou par une filature permanente, la jeune activiste n'en sait trop rien. L'ami qui l'accompagnait filme son arrestation jusqu'au poste de police, où elle est interrogée et détenue 2 jours, le temps de l'empêcher de participer aux actions imaginées par le réseau féministe. Au premier jour de la guerre déjà, la veille du 8 mars, des hommes en armes étaient venus la chercher, chez elle cette fois. Ce jour-là, ils fouillent tout son appartement et lui confisquent ordinateur et téléphone. Maintenant, je ne change même plus ma carte SIM. J'ai le sentiment que s'ils en ont envie, ils viendront m'arrêter. Et ils monteront un dossier de toutes pièces. Dans mon cas, ça ne sert à rien de faire trop de plans sur ma sécurité. Mais j'y pense sans arrêt, évidemment. Ce savoir surveiller l'angoisse, mais pas de quoi faire fuir Palladia. Elle sort en affichant son opposition à la guerre sur son dos. Elle tient à soutenir ces activistes qui ne sont pas ressortis de prison depuis les arrestations des premiers jours. Direction, le tribunal de Vassili-Ostrovski, une cour locale de Saint-Pétersbourg. Aujourd'hui s'y déroule une énième audience pour statuer sur le cas d'une autre jeune femme, Sacha Skachilienka. Elle aussi est artiste et poète.
En avril dernier, comme beaucoup d'autres, la militante pacifiste a remplacé les prix dans les rayons d'un supermarché par des étiquettes dénonçant la guerre en Ukraine. Mais elle a été repérée et dénoncée par une grand-mère qui faisait ses courses. Son simple geste tombe sous le coup d'une nouvelle loi, entrée en vigueur le 4 mars après une procédure éclair au Kremlin, une loi qui transforme la moindre expression sur les forces armées en crime. L'outil parfait pour museler l'opposition et installer la censure. Au tribunal, Paladia se joint aux nombreux soutiens de Sacha Skachilienka. En attendant son avocate, je vais écrire une lettre à Sacha. Sur les réseaux sociaux, plus de 163 000 personnes ont signé une pétition pour sa libération. Paladia s'inquiète de l'état de santé de Sacha, qui souffre d'une maladie auto-immune exigeant un régime alimentaire drastique. Il y avait combien de cas précédents sous le coup du même article de loi? À ce jour, plus de 70 personnes sont mises en accusation et une seule a été jugée. Gorinov, 7 ans de prison. Sacha, elle, risque 10 ans de prison. Est-ce qu'elle est dans un hôpital-prison actuellement? Non, elle est dans le service médical du centre de détention, ce qui ne change rien par rapport à une détention ordinaire. Elle souffre d'une arythmie sévère, ce qui peut provoquer une défaillance cardiaque. Ce jour-là, à nouveau, la Cour ne décide rien. Sacha Skachilienka reste en prison en détention préventive, au moins jusqu'à la prochaine audience. C'est pour ne pas servir elle aussi d'exemple qu'une amie de Paladia s'est réfugiée à Tallinn, en Estonie, à 200 km de la frontière russe. C'est le cas de beaucoup d'activistes persécutés par le Kremlin. Lola Nordic est une figure emblématique du mouvement écoféministe. Avant la guerre déjà, cette artiste multidisciplinaire était dans le viseur du FSB, les services de renseignement russes. En mars dernier, c'est une accusation absurde de terrorisme téléphonique qui l'a incitée à quitter Saint-Pétersbourg en 24 heures et en se cachant sans même repasser chez elle. C'est la seule photo que j'ai de moi avec ma mère. Mes amis l'ont trouvée dans mon appartement et me l'ont apportée ici. Ça évoque un moment de mon enfance, quand on pouvait encore espérer qu'on aurait des relations normales avec ma mère. On n'a plus aucun contact aujourd'hui. Elle ne me soutient pas dans mon activisme. Toute ma famille soutient Poutine et on n'a absolument plus aucun contact. Ses convictions féministes, Lola les forge très tôt dans cette histoire familiale difficile, faite d'abus et de maltraitance. De là aussi lui vient cette rage que n'auront pas entamé 4 arrestations en un an et la fouille de son appartement. Une apparente force tranquille, fissurée par tant de pression. Je croyais qu'en franchissant la frontière, je me sentirais en sécurité ici. Mais ce n'est pas le cas. Je souffre de troubles post-traumatiques assez forts. Les sirènes de police me font peur. S'il y a une voiture étrange quelque part, généralement, je la remarque. Je reçois toujours des menaces de l'extrême droite. Ces gens savent que je suis maintenant en Estonie et ils m'écrivent sur les réseaux. On sait où tu es à Tallinn. On a des amis là-bas et on va te trouver. Lola a le mal du pays. Elle rêve parfois de rentrer, incognito. Bien trop risqué, lui ont dit ses avocats. Alors la jeune femme, soutenue financièrement par une organisation des droits de l'homme, trouve d'autres manières de s'opposer à ce régime russe qu'elle combat depuis des années. Devant l'ambassade de Russie, par exemple, où l'heure n'est plus aux grandes manifs des premiers mois, mais la permanence est assurée. Vous pensez que d'autres personnes de notre groupe viendront aujourd'hui ? Je ne sais pas. Il y avait peu de monde ces derniers temps. C'est l'été. Accrochés aux barrières, les panneaux et objets maculés de peinture rouge résistent tant bien que mal au temps. Le pouvoir de Poutine a normalisé la violence depuis des décennies. Depuis 20 ans, année après année, ils ont fait en sorte de persuader les Russes que la violence était normale, qu'ils pouvaient la défendre, et que rien ne vous arriverait si vous étiez violent. Vous ne seriez pas punis.
Le gouvernement a le droit d'agir violemment, comme un homme peut agir violemment envers sa femme ou sa petite amie ou sa fille. Pour moi et toutes les féministes, tout ça est très connecté. En fait, c'est tout un système. En Russie, une loi de 2017 a décriminalisé les violences conjugales et parentales, une violence d'État assumée qui fait des féministes des ennemis et rend l'idée même de guerre presque normale. À Saint-Pétersbourg, nous retrouvons Paladia à l'approche d'un jour férié, des moments choisis par le réseau féministe pour organiser des actions anti-guerre. Bonjour, c'est moi, Paladia de Saint-Pétersbourg. Je suis féministe activiste anti-guerre. Et en ce moment, c'est plutôt dangereux en Russie. C'est pourquoi, à partir de maintenant, je vais me filmer moi-même pour ne pas mettre de caméraman en danger. Je le ferai avec l'aide de mes amis. Aujourd'hui, on est le 9 juin. Et le 12 juin, c'est la fête nationale de la Russie. Donc aujourd'hui, je quitte mon appart. Parce que j'ai déjà été emmenée 2 fois au poste, en garde à vue, et je ne veux pas que ça recommence. Donc je pars et je ne rentrerai chez moi que lorsque cette mascarade sera terminée, le 13 juin. C'est tout, je pense que ça ira comme ça. Salut l'appartement. Et comme à chaque fois qu'elle sort, Paladia se demande si un comité d'accueil ne l'attend pas en bas. On va vérifier en bas. C'est bon, il n'y a pas de voiture. Pour quelques jours, elle va couper son portable et se cacher chez un ami. C'est ma clé. J'espère que les flics ne la reconnaîtront pas sur l'image. C'est l'appartement conspirationniste. J'étais enfermé, mais chez moi. Voilà, je suis détenue chez toi. Dans une autre cellule, mais ici au moins, on a un ordinateur, c'est déjà ça. Et du soda. Et du soda, oui. Et je peux fumer, mais en prison aussi. L'hélicoptère repasse. Pendant 2 jours, Paladia ne met pas le nez dehors. Puis elle prend quand même le risque de sortir. Alors, j'ai décidé de sortir de chez moi à 1h du matin, en espérant que personne ne m'attrapera, pour vous montrer à quoi ressemble Saint-Pétersbourg. Derrière moi, c'est le bâtiment du FSB. Et puis en face, il y a le pont Litiaïni qui va se lever dans 5 minutes. Il est connu car c'est ici que le groupe d'activistes qui s'appelle Guerre a dessiné un pénis géant. Et quand le pont s'est levé à la verticale, il s'est retrouvé pile en face du bureau du FSB. Ce jour-là, 23 secondes ont suffi aux artistes activistes. Dans la rue voisine, Paladia aperçoit le centre de détention temporaire où elle a été retenue. Ça fait un peu peur d'être ici ce soir. Je n'étais pas revenue depuis. Mais bon,
qui a peur des loups ne va pas dans la forêt. Et cette fois-là, les loups n'auront pas réussi à retrouver Palladia. À l'autre bout de Saint-Pétersbourg, dans son improbable appartement-atelier, Yelena Ossipova nous reçoit pour le thé. Voilà, ça peut rester comme ça. J'ai de la chance parce que les gens partent là. Beaucoup d'artistes quittent le pays, même avec leur famille. Et donc ils m'apportent des toiles et de la peinture. Donc dans un sens, j'ai de la chance. Cette peintre est un symbole des résistantes à la guerre. Pour tous en Russie, elle est la grand-mère pour la paix. Bien avant la guerre en Ukraine, depuis la prise d'otage du théâtre de Moscou en 2002, Yelena Ossipova dénonce la violence du pouvoir. Et elle le fait dans la rue, armée de ses toiles. Aujourd'hui, ce sera ma 22e sortie. Quelques jours après l'invasion de l'Ukraine, les images de l'arrestation de la vieille dame de 77 ans avaient fait le tour du monde. On savait que les forces de police étaient sur la place, mais on n'avait plus le choix. J'ai sorti mes posters juste en face de la police et je suis restée là, debout, avec les gens qui marchaient autour. Et la façon dont ils réagissaient était importante pour moi. Ce jour-là, l'artiste rebelle fait un tour au poste, mais jusqu'ici, elle n'a pas été inquiétée par la justice, protégée par son grand âge et sa réputation, pense-t-elle. Yelena Ossipova n'a pas peur de la police, mais bien plus des souvenirs qui ressurgissent. Ceux de l'histoire de sa famille, rescapée du siège de Leningrad, opérée par les nazis. Au déclenchement de la guerre, le 24 février, elle y a tout de suite pensé. Je me suis tout de suite dit, ça y est, notre Führer vient de faire son Anschluss. C'est la réplique absolue de ce qui s'est passé avec Hitler. D'abord l'Autriche, et après il a continué. Celle qu'on appelle aussi la conscience de Saint-Pétersbourg ne se reconnaît pas dans le mouvement féministe. Question de génération peut-être. Mais face à une telle violence de l'État, elle croit absolument au pouvoir des femmes aujourd'hui en Russie. Cette sorte de matriarcat peut même sauver la situation. Parce que les femmes sont des mères, elles se préoccupent des familles, des enfants, vous comprenez ? Elles peuvent tout mieux comprendre en général et peut-être faire autrement de la politique. Il y a beaucoup de femmes qui sont excellentes et intelligentes. Tant qu'elle s'en sent la force, la vieille dame continuera à quitter son appartement collectif pour aller manifester. Devant la cathédrale Notre-Dame de Kazan, ce jour-là, Yelena Ossipova reste 4 heures. Elle n'est dénoncée par personne, malgré ses pancartes anti-guerre. À Tallinn, en Estonie, Lola s'apprête à passer sa soirée et une partie de la nuit à la gare routière. Car ici, chaque jour, au milieu d'un flot de touristes, transitent des Ukrainiens qui ont fui les zones occupées par l'armée russe. Ils débarquent après un voyage souvent long et éprouvant. Bonjour. Ce jeune couple arrive de Berdiansk, une des premières villes occupées par les Russes en Ukraine dès le début de la guerre. De quelle ville vous êtes ? Berdiansk. Ah, ok. J'ai une amie qui vient de là-bas. Elle s'est échappée il y a un mois avec beaucoup de difficultés. Vous pouvez vous asseoir là, vous devez être fatigué. Sinon, vous pouvez passer la nuit là-bas, dans la salle de repos. Vous pouvez aussi boire une soupe ou vous faire un thé. Allons-y. Avec l'association Les Amis de Mariupol, Lola accueille des réfugiés souvent épuisés, physiquement et mentalement. Elle leur propose un endroit pour se reposer, de la nourriture, des vêtements si besoin, des billets de ferry ou de train pour poursuivre leur périple. Ces longues heures de bénévolat, c'est pour elle une nouvelle manière de combattre la violence du régime, en venant en aide à ceux qui, comme elle, subissent la guerre.
Les féministes ont toujours été persécutées en Russie, que le gouvernement nous prenne au sérieux ou pas. Seulement maintenant, c'est vraiment la guerre. Et le nombre de gens qui sont persécutés augmente beaucoup. De plus en plus de personnes, d'activités, de féministes et d'organisations font l'objet de pression. Toute la soirée, Lola aura accueilli et aidé une vingtaine de réfugiés, dont une mère seule avec 3 enfants, 2 chats et une montagne de bagages. En attendant le ferry qui les emmènera en Finlande à 8 h du matin, le petit couple de Berdiansk s'est promené dans Tallinn et réalise doucement que le danger est derrière eux. À la maison, on devait chuchoter pour parler de l'Ukraine. On ne pouvait écouter les nouvelles qu'au casque pour que nos voisins n'entendent pas, parce que les voisins peuvent vous dénoncer. Et alors, vous êtes le suivant à être réveillé à 6 h du matin, avec un sac sur la tête et embarqué on ne sait où. C'est arrivé dans toute la ville. Les gens disparaissaient, ils étaient là un jour et ils n'étaient plus là le lendemain. Juste une porte enfoncée et c'est fini. Il est presque 2 h du matin et Lola a trouvé un hôtel pour la maman, ses 3 filles, les 2 chats et la montagne de bagages. Demain, à 8 h, elles embarqueront elles aussi dans un ferry pour la Finlande. Après une courte nuit, Lola prend des nouvelles de Palladia. Salut, comment tu vas? Salut, ça va et toi? Tu es chez toi ou en balade? Depuis le début de la guerre, les 2 amis ne se voient que par écran interposé, pour évoquer leurs projets d'activistes, mais aussi se soutenir moralement. J'attends que tu trouves un visa pour venir me voir. Oui, si je trouve des sous. On va trouver l'argent pour ton visa. C'est pas cher du tout de venir à Tallinn. Et ici, j'ai tout ce qu'il faut, donc tu n'auras pas besoin d'argent. Ouais, on verra. Les principales coordinatrices du réseau féministe anti-guerre aimeraient bien réussir à se rassembler quelque part hors de Russie. Le projet est dans l'air. Mais Palladia a-t-elle seulement envie de quitter le pays? Alexia, rejoue la même chanson. Malgré son courage, la militante est un peu perdue. Partagée entre son désir d'exil et sa volonté farouche de rester pour continuer à dire non à la violence d'État, malgré la pression de la surveillance policière au quotidien, les arrestations et les risques qu'elle fait prendre à ses proches. Comme toutes les activistes, elle sait qu'elle sera plus utile en liberté que dans une cellule. Il faut avoir les épaules solides quand on est féministe anti-guerre dans la Russie de Vladimir Poutine.